Chapitre 74. À cette époque de ma vie, faite toute d'ignorance, d'avenir et de foi, j'ignorais parfaitement ce que c'était qu'un Elzévir, ou plutôt un Elzevir. Je l'appris dans la soirée, comme on va le voir, mais je ne le sus jamais que bien plus tard, lorsque j'eus fait connaissance avec mon savant ami, le bibliophile Jacob. C'était donc par anticipation que j'ai dit que le monsieur Poli lisait un Elzévir. J'aurais dû dire simplement qu'il lisait un livre. J'ai raconté comment j'avais pris place près de lui et comment, tiré de sa lecture par l'obligation où il avait été d'enlever son chapeau de mastal, il s'était immédiatement replongé dans sa lecture, mais cela plus profondément que jamais. J'ai toujours admiré les hommes capables de faire une chose passionnément, ne pas confondre passionnément et passionnellement. Ce dernier adverbe n'avait pas été inventé en 1823 ou, s'il l'était, Fourier ne l'avait pas encore lancé dans la circulation. Curieux comme je l'étais de littérature, on ne s'étonnera point que je cherchasse à savoir quel était le livre qui inspirait un si puissant intérêt à mon voisin, lequel, au reste, s'absorbant dans sa lecture, se livrait pieds et poings liés à mon investigation. Cette investigation, je pouvais l'exercer à loisir. J'avais plus d'un quart d'heure devant moi avant qu'on levât le rideau. Je cherchais d'abord à voir le titre du livre, mais la reliure en était soigneusement recouverte par une couverture de papier. Impossible, donc, était de lire le titre sur le dos du livre. Je me levai. Dans cette position, je dominais le lecteur. Alors, grâce aux excellents yeux que j'ai le bonheur de posséder, je pus, de l'autre côté d'un frontispice gravé, lire ce curieux titre. Le pâtissier François, où est enseignée la manière de faire toutes sortes de pâtisseries, très utile à toutes sortes de personnes, ensemble le moyen d'apprêter toutes sortes d'œufs pour les jours maigres et autres, en plus de 60 façons. Amsterdam, chez Louis et Daniel Elzévir, 1655. Ah, me dis-je, me voilà fixé. Ce monsieur si poli est assurément un gourmand de premier ordre. Monsieur Grimaud de la Reynière, peut-être, dont j'ai entendu parler comme d'un émule de Cambacérès et de D'Aigrefeuille. Ah, mais non, celui-ci a des mains, et monsieur Grimaud de la Reynière n'a que des moignons. En ce moment, le monsieur Poli laissa tomber sur son genou sa main et le livre qu'il tenait. Puis, les yeux au ciel, parut réfléchir profondément. C'était, comme je l'ai dit, un homme de 40 à 42 ans, d'une figure essentiellement douce, bienveillante et sympathique. Il avait les cheveux noirs, les yeux gris-bleu, le nez légèrement incliné à gauche par un méplat, la bouche fine, railleuse, spirituelle, une véritable bouche de conteur. Je mourais d'envie, moi, malheureux provincial, ignorant de toutes choses, mais désireux de m'instruire, comme on dit dans les leçons rudimentales de M. Lomont, je mourais d'envie de lier conversation avec lui. Sa physionomie bienveillante m'encouragea. Je profitai de ce moment où il avait cessé de lire pour lui adresser la parole. « Monsieur, lui dis-je, veuillez excuser ce que ma question peut avoir d'indiscret, mais vous aimez donc bien les œufs ?» Mon voisin secoua la tête, sortit peu à peu de sa rêverie, et me regardant d'un air distrait, « Pardon, monsieur, me dit-il avec un accent franc-comtois des plus prononcés, mais je crois que vous me faisiez l'honneur de me parler. » Je répétai ma phrase. « Pourquoi cela ?» me demanda-t-il. Ce petit livre que vous lisiez avec tant d'attention, monsieur, excusez mon indiscrétion, mais mes yeux sont tombés involontairement sur le titre, n'annonce-t-il pas des recettes pour faire cuire les œufs de plus de 60 façons ? Ah oui, dit-il, c'est vrai. Ah, monsieur, ce livre eût été bien utile à un oncle curé que j'avais, ou plutôt que j'ai toujours, gros mangeur, grand chasseur, et qui a parié un jour, avec un de ses confrères, de manger 100 œufs à son dîner. Il n'avait trouvé, lui, que 18 ou 20 manières de les accommoder. 20 manières, oui, car il les mangea 5 par 5. Vous comprenez que s'il eût connu 60 manières de les fricasser, au lieu de 100, il en eût mangé 200.
Mon voisin me regarda avec une certaine attention qui pouvait se traduire par cette question adressée à lui-même. « Est-ce que, par hasard, je ne serais pas à côté d'un garçon tout à fait bête ?»« Eh bien, me demanda-t-il, eh bien, si je pouvais procurer à ce cher oncle un pareil livre, je suis sûr qu'il me serait très reconnaissant. » « Ah, monsieur, me dit mon voisin, je doute que, malgré les sentiments qui font le plus grand honneur à votre cœur de neveu, vous puissiez vous procurer ce livre. Et pourquoi cela ? Parce qu'il est fort rare. Fort rare, ce petit bouquin. Savez-vous ce que c'est qu'un Elzévir, monsieur ? Non. Vous ne savez pas ce qu'est un Elzévir ? S'écria mon voisin, au comble de l'étonnement. Non, monsieur, non, mais ne vous effarouchez pas pour si peu. Depuis que je suis à Paris, et il n'y a pas encore 8 jours de cela, je m'aperçois que j'ignore à peu près toutes choses. Apprenez-moi donc celle-là, je vous prie. Je ne suis pas assez riche pour me donner des maîtres, je suis trop vieux pour retourner au collège, et j'ai résolu de prendre pour précepteur celui-là qui, dit-on, a plus d'esprit que monsieur de Voltaire et qu'on appelle tout le monde. Ah, fit mon voisin en me regardant avec un certain intérêt. Vous avez raison, monsieur, et si vous profitez des leçons que vous donnera ce précepteur, vous deviendrez non seulement un grand savant, mais encore un grand philosophe. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un Elzévir ? C'est d'abord, et en particulier, ce petit livre que vous voyez. C'est en général tous les livres sortis de la librairie de Louis Elzévir et de ses successeurs libraires à Amsterdam. Mais savez-vous ce que c'est qu'un bibliomane ? Monsieur, je ne sais pas le grec. Vous savez que vous ne savez pas, c'est déjà beaucoup. Le bibliomane, racine biblion, livre, mania mani, est une variété de l'espèce homme, species bipes et genus homo. Je comprends. Cet animal à 2 pieds et sans plumes erre ordinairement le long des quais et des boulevards, s'arrêtant à tous les étalages de bouquinistes, touchant à tous les livres. Il est habituellement vêtu d'un habit trop long et d'un pantalon trop court. Il porte toujours aux pieds des souliers éculés, sur la tête un chapeau crasseux, et sous son habit et sur son pantalon un gilet attaché avec des ficelles. Un des signes auxquels on peut le reconnaître, c'est qu'il ne se lave jamais les mains. Savez-vous que c'est un fort vilain animal que celui dont vous me parlez là ? J'espère que la race n'est pas absolue et qu'elle a des exceptions. Oui, mais ces exceptions sont rares. Eh bien, ce que cherche plus particulièrement cet animal devant les boutiques de bouquinistes, vous savez que tout animal cherche quelque chose, eh bien, ce sont des Elzévirs. Est-ce difficile à trouver ? Oh, de jour en jour plus difficile, oui. Et à quoi reconnaît-on les Elzévirs ? Remarquez bien, monsieur, que vous ne risquez rien à me donner des renseignements. Je ne crois pas que je devienne jamais bibliomane, et les questions que je vous fais sont des questions de simple curiosité. À quoi on les reconnaît ? Je vais vous le dire. D'abord, monsieur, le premier volume auquel on trouve le nom d'Elzévir ou de Elzevir est un volume intitulé Eutropii Historiae Romanae Liber Deces Lugdini Bataviorum apud Ludovicum Elzevirum 1592 in octavo, 2 feuillets, 169 pages. La figure qui sert d'insigne au frontispice, souvenez-vous bien de cela, c'est la clé de la science. La figure qui sert d'insigne au frontispice représente un ange tenant d'une main un livre et de l'autre une faux. Bon, c'est entendu, 1592, in octavo, 2 feuillets, 169 pages, un ange qui tient d'une main un livre et de l'autre une faux. Bravo. Isaac Elzévir, les uns disent le fils, les autres le neveu de Louis Elzévir. Moi, je prétends que c'est le fils. Bernard prétend que c'est le neveu, et quoiqu'il ait été cheneur pour lui, je soutiens que c'est moi qui ai raison. Isaac Elzévir substitua à cet insigne l'orme embrassé par un cep chargé de raisins, avec cette devise non solus. Vous comprenez ? Le latin, oui.
Eh bien, à son tour, Daniel Elzévir adopta pour marque Minerve et l'Olivier avec cette devise « Ne extra oleas ». Vous comprenez toujours. Parfaitement. Isaac, le cep chargé de raisin, Daniel, Minerve et l'Olivier. Ah, de mieux en mieux. Mais à côté des éditions reconnues, il y a des éditions anonymes ou pseudonymes, et voilà où les faux bibliomanes s'embarrassent. Ah, voulez-vous être mon Ariane ? Eh bien, ces éditions-là sont ordinairement désignées par une sphère. Alors, c'est un guide. Ah oui, mais vous allez voir, c'étaient des gaillards fort capricieux que ces frères, cousins ou neveux Elzévir. Ainsi, par exemple, on trouve depuis 1629 dans leurs livres, en tête des préfaces, des épîtres dédicatoires et du texte, un fleuron où est figuré un masque de buffle. Ah, eh bien, grâce à ce masque de buffle, il me semble... attendez donc, cela dure 5 ans. Dès le saluste de 1634, et peut-être même auparavant, ils adoptent un autre signe, qui a la ressemblance d'une sirène. En outre, dans cette édition du saluste de 1634, justement, ils adoptent aussi, pour la première fois, page 216, un cul de lampe qui représente une tête de méduse. Eh bien, ce principe posé et déconseille qu'à la page 216 du saluste de 1634, il y a un masque représentant... Oui, pardieu, ce serait charmant, si cela était donné comme règle positive. Daniel ne resta pas fidèle à ses insignes. Dans le Terence de 1661, par exemple, il substitua à la tête de buffle et à la sirène une guirlande de roses trémières que l'on retrouve dans un grand nombre de ses éditions. Mais dans le Perse de 1664, ce n'est déjà plus cela. Ah, diable, qu'adopte-t-il dans le Perse de 1664 ? Il adopte un large fleuron dont le milieu est occupé par 2 sceptres croisés sur un écu. Ah, ce qui veut dire que les Elzévir sont les rois de la librairie. Ah, vous avez dit le mot, monsieur, royauté que personne ne leur conteste. Et celui que vous avez là, monsieur, celui qui traite de la pâtisserie française et des 60 manières de faire cuire les œufs, est-ce l'ange au livre ou à la faux? Est-ce le cep de vigne? Est-ce la Minerve et l'Olivier? Est-ce le masque de buffle? Est-ce la sirène? Est-ce la tête de méduse? Est-ce la guirlande de roses trémières? Est-ce enfin l'écu aux 2 sceptres? Ah, celui-là, monsieur, c'est le plus précieux de tous. Je l'ai trouvé ce soir en venant ici. Imaginez-vous que je dispute depuis 3 ans sur cet Elzévir avec cet imbécile de Bérard qui se croit un grand savant et n'est même pas un petit politique. Et sans être trop curieux, monsieur, quel était l'objet de la discussion? Il prétendait que le pâtissier François était de 1654 et n'avait que 4 feuillets préliminaires, tandis que je prétendais, moi, et j'avais raison, comme vous voyez, qu'il est de 1655 et qu'il a 5 feuillets préliminaires et un frontispice. Or, voici bien la date de 1655, voici bien les 5 feuillets préliminaires, voici bien le frontispice. Ah, ma foi, oui, tout cela y est. Ah, qui va être penaud ou bien penaud? C'est mon ami Bérard. Mais, monsieur, hasardai-je timidement, ne m'avez-vous pas fait l'honneur de me dire que depuis 3 ans vous disputiez sur ce petit volume? Oui, plus de 3 ans même. Il me semble, à moins que la discussion ne vous amusât, qu'il y avait un moyen bien simple de la faire cesser. Lequel? Un philosophe de l'Antiquité ne démontrait-il pas l'incontestabilité du mouvement à un autre philosophe qui niait le mouvement en marchant devant lui? Eh bien, il fallait prouver à M. Bérard la supériorité de votre science sur la sienne en lui montrant l'Elzévir que vous tenez, et à moins d'être plus incrédule que saint Thomas... Ah, mais pour le montrer, monsieur, il fallait l'avoir, et je ne l'avais pas. Ce petit volume est donc fort rare. Oh, c'est le plus rare de tous. Il n'en reste peut-être pas 10 exemplaires en Europe. Et pourquoi celui-ci est-il particulièrement plus rare que les autres? Est-ce qu'il a été tiré à un moindre nombre d'exemplaires?
Non, au contraire, Teschener prétend qu'il a été tiré à 5500, et moi je prétends qu'il a été tiré à plus de 10 000. Ah, diable, l'édition a donc été brûlée dans la bibliothèque d'Alexandrie? Non, mais elle a été perdue, égarée, galvaudée dans les cuisines. Vous comprenez parfaitement que les cuisiniers et les cuisinières sont de médiocres bibliomanes. Ils ont traité le pastissier François comme ils eussent traité Carême ou le cuisinier royal. De là la rareté du livre. Ah, si rare que, disiez-vous, vous ne l'avez trouvé que ce soir? Oh, je le connaissais depuis plus de 6 semaines. J'avais dit à Franck de me le garder, attendu que je n'étais pas assez riche pour l'acheter. Comment, vous n'étiez pas assez riche pour l'acheter, pas assez riche pour acheter ce petit bouquin? Le bibliomane sourit dédaigneusement. Savez-vous, monsieur, me dit-il, combien vaut un exemplaire du pastissier François? Mais il me semble qu'en l'estimant un petit écu... Un exemplaire du pâtissier François, monsieur, vaut de 200 à 400 francs. De 200 à 400 francs? Mais oui, il y a 8 jours, le vieux Brunet, l'auteur du manuel des libraires, un elzéviriomane enragé, a fait mettre dans les journaux qu'il paierait 300 francs pour un exemplaire comme celui-ci. Heureusement, Franck n'a pas lu la note. Ah, pardon, monsieur, mais je vous ai prévenu, je suis un ignare. Vous avez dit qu'un livre comme celui-ci valait de 200 à 400 francs. De 200 à 400 francs, oui. Et d'où vient cette différence dans le prix? Des marges. Ah, des marges. Oui, toute la valeur d'un elzévir résulte de la largeur de ses marges. Plus la marge est large, plus l'elzévir est cher. Un elzévir non margé n'a pas de prix. On mesure les marges au compas, et selon qu'elles ont 12 lignes, 15 lignes, 18 lignes, l'elzévir vaut 200 francs, 300 francs, 400 francs, et même 600 francs. 600 francs, je suis de l'avis de madame Méchain. Et quel est l'avis de madame Méchain? Madame Méchain est une femme de beaucoup d'esprit. Oui, je sais cela. Son mari était préfet du département de l'Aisne. Je sais encore cela. Eh bien, un jour qu'elle visitait Soissons avec son mari, le commandant de la place, pour lui en faire les honneurs, lui montra, les uns après les autres, les canons qui étaient sur le rempart. Après en avoir vu toutes les formes, de toutes les dates, de tous les calibres, après avoir épuisé le répertoire des vraiment, des pas possibles, madame Méchain, qui ne savait plus que répondre au gouverneur, lui demanda « Monsieur le gouverneur, combien coûte une paire de canons ?»« De 12, de 24 ou de 36, madame la comtesse ?»« Oh, mon Dieu, de 36 !»« Une paire de canons de 36, madame, répondit le gouverneur. Une paire de canons de 36, cela peut coûter de 8 à 10 000 francs. Eh bien, répondit madame Méchain, je ne mettrai pas mon argent à cela. Mon voisin me regarda, ne sachant point si j'avais raconté l'anecdote avec naïveté ou en raillant. Peut-être allait-il m'interroger sur mon intention lorsqu'on entendit la sonnette du théâtre. L'ouverture commença, et les chutes se firent entendre. Sur quoi je m'apprêtais à écouter, tandis que mon voisin se rejetait plus profondément que jamais dans la lecture de son précieux Elzévir. La toile se leva.